Madame et messieurs les membres du jury, estimées contributrices, camarades étudiants, chers auditoires, bonsoir. Ce soir, je vais devoir m'attaquer au livre sacré des juristes, au roi des civilistes, à l'œuvre même de Napoléon. Certains m'ont même dit, Benoît, ce soir, tu plaideras pour une cause perdue. Il est vrai que c'est une très lourde tâche, surtout devant ce jury aussi prestigieux, mais Machiavel disait, là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, avec ma plus grande volonté, je vais vous démontrer que non, nous ne pouvons pas faire confiance à ce code civil si insignifiant. Ma contradictrice a pourtant dit le contraire. Cela est faux, alors sans plus attendre, commençons. Regardez-le. Regardez son aspect. Il est rouge, mesdames, messieurs. Égypte ancienne, le dieu Seth, le destructeur, était nommé le dieu rouge. Dans le code de la route, ne pas s'arrêter au stop, signaler en rouge, ou au feu rouge, vous fait encourir 135 € d'amende et 4 points de moins sur le permis. Conduire après avoir bu un bon coup de rouge, de l'inconscience. Le sportif qui dit « je suis dans le rouge », c'est fini pour lui. La femme qui voit rouge, cachez-vous vite, messieurs. L'homme qui voit du rouge, c'est sa femme. Abstinence pendant quelques jours. Vous le constatez par vous-même, le rouge est une couleur chaude, une couleur qui mène à la fois colère, feu, interdiction, sang, danger, bref, autant de choses qui ne sont pas attirantes les unes des autres. Avez-vous toujours confiance en lui ? Vous paraît-il aussi angélique et droit ? J'en doute. Il inspire méfiance. Poursuivons désormais avec la confiance. La confiance ne va pas sans condition. On ne peut l'accorder à n'importe qui ou n'importe quoi les yeux fermés. Au risque, pardonnez-moi, ni réclamer d'autres trucs qui nous l'accordent aveuglément sans la dégrader en simple crédulité. On dit d'elle justement qu'elle se mérite et qu'en être digne est chose difficile et rare. Il faut pour cela donner certains gages, le témoignage d'actes antérieurs et une certaine qualité de l'attitude présente qui laisse à penser et présager que les actes futurs seront de l'étoffe des précédents. Allons-nous faire confiance à un code qui est l'œuvre de Napoléon ? Napoléon, mesdames, messieurs, cet empereur, mégalomane, nain, complexé par sa taille. On veut nous faire boire une soupe vieille de 1804, hors de question. Ce code est une vraie girouette, il varie au gré des saisons, au gré du temps, il n'est pas stable. Tantôt une majorité de droite, tantôt une majorité de gauche, et il changera. Nous sommes tous à sa merci. Nul n'est censé ignorer la loi, nous dit-on. Ceci n'est qu'une vaste plaisanterie. En plus d'être instable, il est incompréhensible. Je vais vous démontrer cela. Prenons l'article 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plan de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout, les corbeaux et filets de pierre. À qui appartient le mur ? C'est indéniable, mesdames, messieurs. Les textes sont illisibles, totalement incompréhensibles. J'aimerais faire confiance à ce code, comme ma contradictrice l'a fait. Mais honnêtement, ce ne serait pas faire preuve de naïveté. On a tous envie, nous voulons tous y croire. Pour cela, il faut simplifier, il faut unifier les textes. Nous attendons tous cela depuis plus de 200 ans. On a tous envie d'y croire. Et de fait, des travaux ont été entrepris, des commissions réunies, mais les résultats en sont toujours là. Allez-vous faire confiance à quelqu'un qui vous parle sans que vous ne compreniez le piètre mot ? C'est ce que fait ce code. Allons dès à présent sur un autre registre. Voyez maintenant par vous-même, mesdames, messieurs, les religions sont en net recul en France. Alors comment, chère contradictrice, comment pouvez-vous se tenir devant nous tous que l'on peut faire confiance à un code civil
alors même que la majorité de la population a cessé d'accorder la confiance à des écrits sacrés, à des écrits saints et des écrits divins. Ces écrits-là ne sont pas l'œuvre de l'homme, c'est le message de Dieu pour l'homme. Les écrits ont donc perdu leur valeur. Je fais allusion ici si bien aux écrits divins qu'aux textes de loi. Force est de constater, malheureusement, qu'on accorde plus notre confiance à Public, Closer ou Paris Match. Alors, de qui émane le droit? Si ce n'est Dieu, qui fait la loi? Qui nourrit ce code? Qui se charge de modifier les articles, de les abroger, de les changer? Le législateur. Qui est le législateur, me direz-vous? Le législateur, c'est la personne qui a le pouvoir d'établir la loi, les lois en général. Et donc, par conséquent, le législateur englobe chacune des personnes qui composent cette autorité. Qui est donc cette autorité, me direz-vous? Cette autorité, c'est celle qui dort, celle qui joue à Tetris, celle qui mange, celle qui lit le journal sur les bancs de l'Assemblée et du Sénat. Ils mangent et boivent à nos frais. Faisons désormais un constat et posons-nous la question suivante: qui peut devenir législateur? Les conditions de fond sont d'être français, âgé de 18 ans pour les députés et 24 ans pour les sénateurs, de jouir de ses droits civils et politiques et de ne pas être touché par une situation entraînant l'incapacité qui est prévue par la loi. Les conditions formelles sont donc d'être candidat et de respecter les règles de financement de campagne. Si l'on s'en tient à cela, beaucoup de personnes peuvent être législateurs parmi nous. Alors, par simple curiosité, j'ai consulté le site de l'Assemblée nationale et j'ai pu voir que seulement 60 députés sur les 577 exercent une profession relative au droit. J'ai trouvé des architectes, des sages-femmes, des boulangers, une étudiante, des dentistes, des pharmaciens, un garagiste et même des vétérinaires. Autant de personnes qui ne sont pas spécialistes du droit et qui font nos lois, qui font le code civil. Coluche disait à propos des législateurs: la moitié d'entre eux est composée de bons à rien, l'autre moitié regroupe les plus pires, ceux qui sont prêts à tout. La première partie concerne donc les champions du Tetris, les rois de la sieste ou ceux qui sont là pour les repas, succulents paraît-il. Je m'explique. Les premiers que j'ai évoqués, quand il s'agira de voter, voteront pour les travaux des secondes, qui sont prêts à tout pour se faire réélire, à faire rentrer n'importe quoi au sein de ce code. Alors, dangereux, n'est-ce pas, me direz-vous? Et puis, nous le savons tous, entre nous, ces personnes-là ne travaillent que pour leur propre intérêt. On travaille pour le bien commun, pour la société. C'est faux, c'est faux. Toutefois, mesdames, messieurs les membres du jury, permettez-moi de le dire ici ce soir, dans quelques années, quand je me présenterai, pensez quand même à voter pour moi. Après avoir observé les personnes qui font le code, ou qui le défendent, observons désormais celles qui ont réussi à le cerner, celles qui l'ont compris, celles qui s'en sont méfiées un temps, qui s'en méfient toujours, mais qui sont là pour vous rassurer, pour nous rassurer. Je parle des professionnels du droit, présents ce soir, devant nous tous, et de nous-mêmes, camarades étudiants qui constituons la relève. Ils sont, et nous serons le relais entre le code et le citoyen. C'est eux qui le traduisent, c'est nous qui le traduirons. Si la thèse de ma contradictrice s'avérait être vraie, il n'y aurait pas de professionnels du droit, il n'y aurait pas autant d'étudiants. Chacun accorderait sa confiance au code, chacun en aurait un, et chacun réglerait ses propres affaires. Les mots qui sont glissés dans le code sont complexes, ils sont terribles à entendre. Quand on n'a jamais fait de droit, et je vous rassure, même nous en tant qu'étudiants, mesdames, messieurs, quand nous les entendons pour la première fois, ça nous fait frémir parfois. Prenez par exemple cette phrase avec les mots du code. Je manque de deniers. Pouvons-nous ensemble passer un contrat de prêt de consommation pour 2 €, étant entendu que je serai emprunteur et toi prêteur? Nous vous traduirons cela par je n'ai plus un rond, prête-moi 2 €. Autre phrase. Je me rends dans le fonds de commerce au bout de ma rue, de manière à passer un contrat signalamatique, m'engageant de fait réciproquement avec le gérant du fonds de commerce pour obtenir de lui 2 biens consomptibles. Nous vous traduirons cela par j'ai acheté 2 baguettes de pain. On se demande même si les gens de la justice ne constituent pas un lobby. Oui, on oblige les gens à payer des fortunes pour régler des problèmes de voisinage parfois. Ou comprendre des choses de la vie courante.
On nous méprise, on veut nous enfumer derrière ce charabia juridique. Et les législateurs et les personnes de la justice s'en félicitent. Donc, le code ne suffit pas. Puisque vous l'avez évoqué, chère contradictrice, la jurisprudence. La jurisprudence est le fruit du juge. Le juge lui-même ne comprend pas le code, ou le voit différemment, l'interprète différemment. Et on se demande si on veut avoir confiance en ce code. Ceci est absurde. Vous l'aurez donc compris, mesdames, messieurs, ce code est bel et bien vilain, il est méprisable. Il est méprisable parce qu'il est fait par des personnes vilaines qui nous méprisent. Certes, il s'est imposé en Europe et même à travers le monde en servant de modèle à plusieurs démocraties. Mais méfiez-vous, ne perdez surtout pas de vue que nous ne pouvons pas faire de comparaison. La justice n'est pas comme celle que nous avons en France. Le législateur n'est pas celui que nous avons en France. Alors, mesdames, messieurs, moi, quand j'ouvre ce code, je deviens rouge. Merci.